actuellement un projet intégré Red Plus, qui est un projet de ce gouvernement attribué au ministère ou actuellement à la vice-primature en charge de l'environnement et géré en séjour par une unité de coordination du projet appelé Programme Investissement Forêt PIF. C'est un projet qui a un objectif général, nous en avons parlé l'autre fois, et cet objectif est donc lié, n'est-ce pas, à la réduction des émissions dues aux gaz à effet de serre, qui sont d'ailleurs à la base du réchauffement climatique. Madame, Monsieur, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ensemble pour cette nouvelle production de l'espace projet. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet alléchant. Dernièrement, on a parlé de l'agroforesterie, mais aujourd'hui, on doit évoquer, n'est-ce pas, la forestation. On va en parler tout à l'heure avec nos trois invités sur le plateau. Il s'agit notamment de l'ingénieur Alain Bompumba, chef projet. Il y a aussi l'ingénieur Philippe Ngolo, qui est assistant technique de la composante 1, la composante 1 qui parle de la gestion durable de forêt. Et on parlera également donc plutôt avec l'ingénieur Sipo. On parlera également avec l'ingénieur Sidio Dionga, qui est également assistant technique à la composante 2 chargée, n'est-ce pas, de l'agriculture durable et la sécurisation foncière. Merci à tous. Alors, on va débuter avec l'ingénieur Alain Bompumba. Bonjour, monsieur le chef projet. La santé, ça va? Oui, ça marche. Voilà, très bien. Vous êtes déjà habitué de ces programmes consacrés au projet. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, comment évolue le projet Red Plus dans le bassin de Mujimai? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Le projet, pour le moment, je peux dire que ça évolue très bien parce que les deux grandes activités principales ont déjà des résultats très palpables sur le terrain. Et puis, je pense que ceux qui sont sur le terrain peuvent me témoigner, quoi. Donc, nous avons déjà bientôt plus de 2000 hectares de forêts déjà plantées, là, dans le cadre de la forestation. Et pour le compte de l'agroforesterie, je sais que d'ici la fin de cette saison, on peut encore avoir même 1000 hectares plantés. Donc, c'est quelque chose déjà par rapport aux attentes. Et la population continue, n'est-ce pas, à s'approprier ces projets? Oui, ça va parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas de sabotage parce que c'est tout le monde qui veut être intégré, sauf que le projet ne peut pas mettre tout le monde parce que c'est limité en termes de moyens, quoi. Mais jusque-là, ça va. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Alain Bompumba. On a évoqué l'objectif de ces projets. Nous faisons actuellement face aux émissions dues aux gaz à effet de serre et aujourd'hui nous faisons face au réchauffement climatique. Comment diminuer? Parce qu'on ne pourra peut-être pas tout éliminer, mais diminuer ces réchauffements climatiques. Voilà l'importance de l'implémentation de ces projets intégrés Red Plus dans le bassin de Mujimai. Alors, ingénieur Philippe Ngolo, bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur le journaliste, je vais bien. Merci d'être là. Je vous ai annoncé tout à l'heure, assistant technique à la composante 1. Et elle est chargée de la gestion durable de projet. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain dans la composante 1? Dans la composante 1, merci beaucoup pour la question. Dans la composante 1, d'abord, il y a 4 sous-activités qui sont là. Il y a les activités de réhabilitation des forêts dégradées. Ouais. La forêt dégradée à Bonemuntu, ou la forêt qui m'a dégradé avec la coupe de braise et tout ça. Il faudrait réhabiliter cette forêt-là par les plans simples de gestion et puis l'enrichissement des forêts par des bois d'herbe, des plantes, des arbres qui sont utiles pour la communauté. Alors en plus de ça, il y a la forestation dont nous allons parler maintenant. Justement. Oui, qui a déjà un stade avancé dont les chefs du projet viennent développer ici. Il y a la filière bois-énergie. Jusque-là, qui n'est pas encore attaqué, bientôt qu'on va attaquer tout de suite là parce qu'on va parler des foyers améliorés, des charbonniers, des choses pareilles là. Il y a encore le renforcement des capacités. Il faut renforcer les capacités des gens pour la bonne mise en œuvre, parce que
si le projet, les gens ne sont pas... Vous venez d'évoquer le cas de l'appropriation ici. S'il n'y a pas un renforcement de capacité adéquate, la population sera difficile. Et la durabilité aussi sera vraiment biaisée. Dans ce sens-là qu'on doit faire ce renforcement de capacité. Merci beaucoup. Ingénieur Philippe, je vais vous revenir tout à l'heure. Le temps pour moi de recevoir l'ingénieur Sidio Djonga. Heureusement que j'arrive maintenant sur les noms des Sidio, parce que tout à l'heure j'ai buté. Vous êtes responsable de la composante 2, agriculture durable et sécurisation foncière. Alors dites-nous exactement ce que vous faites sur terrain pour cette composante. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La composante 2 a été aussi associée à ces projets. Parce que si vous regardez l'approche du projet dans l'ensemble, c'était pour parler des forêts. Alors on ne pouvait pas venir parler à la population toujours de la forêt sans pour autant répondre aussi à certains aspects liés par exemple à la lutte contre la pauvreté. Justement. Et quand on veut parler de la lutte contre la pauvreté, il faut quand même amener certaines initiatives qui peuvent facilement aider cette population. Pendant qu'ils sont en train de s'attaquer au problème de la forêt, ils doivent aussi répondre à leurs difficultés. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'activités liées aux activités génératrices de revenus. Alors, dans l'ensemble, pour cette composante, comme l'a évoqué le chef de projet, nous avons la première approche, c'est la promotion des pratiques d'agriculture durable. C'est dans ce contexte-là que nous sommes appelés à encadrer au moins 2500 exploitants agricoles pour qu'ils connaissent comment ils peuvent faire une agriculture durable. Et lorsqu'on parle de l'agriculture durable, vous devez penser automatiquement à la terre dans laquelle cette agriculture est exploitée. C'est pourquoi on a introduit aussi la sécurisation foncière. Parce qu'on ne peut pas exposer cette population que nous venons appuyer dans le cadre de l'agriculture durable au déplacement ou bien nomadisme chaque fois dans leur terrain. Ou bien, voilà dans quel contexte on pourra aussi intervenir dans ce sens-là. Alors, pour promouvoir les pratiques de l'agriculture durable, on a fait recours à l'agroforesterie. Donc actuellement, nous sommes au stade que le chef de projet venait d'évoquer. Donc après l'agroforesterie, on va chuter sur la sécurisation foncière. Mais il y a aussi un aspect qui entre en jeu dans le cadre de la composante D, c'est les mesures d'accompagnement. C'est là où on va faire recours aussi parfois à certaines activités de AGL, mais beaucoup plus aussi on va travailler en partenariat avec le PNMRS pour faire la sensibilisation liée à des maladies sexuellement transmissibles, le VIH et consorts. Donc, dans l'ensemble, les projets évoluent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté pour la composante D, ainsi accompagnant bien sûr la composante unique qui est dans la gestion de l'effort. Parfait, merci beaucoup ingénieur Sidio. Et moi j'ai envie de demander aux Congolais qu'ils doivent, n'est-ce pas, participer activement à ce projet, c'est-à-dire accepter que ce projet soit implémenté presque partout. Je sais que pour l'instant ce n'est pas encore partout, il y a des coins qui ont été ciblés, mais avec le temps, c'est un projet, c'est un processus. Alors, ingénieur Alain Bompumba, nous ouvrons notre sujet du jour. Nous parlons de la forestation. Dernièrement, on a parlé de l'agroforesterie. Voilà, et maintenant, nous parlons de la forestation. Et la première question, c'est quoi la forestation? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je pense que c'est un terme qui est un peu technique, mais en expliquant, tout le monde va comprendre c'est quoi la forestation. Et pour aller plus loin, je vais commencer par rappeler aux gens que nous avons beaucoup de types de ressources. Nous avons des ressources qui sont disponibles et nous avons les ressources épuisables. Nous avons aussi d'autres ressources naturelles qui sont renouvelables. C'est dans ce contexte-là, les ressources forestières présentent cet avantage d'être renouvelables. Mais si nous laissons toujours que ça puisse se renouveler, il y a aussi des limites parce que ce renouvellement dépend également du seuil d'utilisation. À un certain seuil d'utilisation, vous allez vous rendre compte que la forêt ne peut plus se renouveler, se reconstituer. Alors, à ce moment, ça demande l'action humaine. Il faut que l'homme vienne l'assister. Et puis, vous avez constaté avec moi qu'actuellement, des problèmes liés au climat sont là. On parle de la forêt.
Vous avez même eu, avant on parlait de la forêt d'Amazonie comme premier poumon mondial, mais actuellement on parle de la forêt de la RDC. Parce qu'après certaines études, on a compris que c'est la forêt de la RDC qui est beaucoup plus, en termes de séquestration de carbone, beaucoup plus que la forêt d'Amazonie. Ça, ce sont les... Elle est prolifique. Oui, voilà. Plus que ça. Et vous avez compris, il y a à tout moment des conventions sur le climat, des réunions, des COP, coopérations, des conférences des partis, et ainsi de suite. Alors, et la COP 26, voilà, vous connaissez bien la situation, surtout vous êtes aussi derrière les domaines. Donc, la problématique de la forêt devient tellement importante. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? En dehors des forêts que nous avons naturellement, qui sont d'ailleurs menacées, et nous avons encore beaucoup d'autres espaces qui ne sont pas forestiers, qui sont occupés par d'autres types d'occupation des sols, notamment les savanes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes obligés à aider à augmenter la superficie forestière par la création de forêts artificielles. Alors, lorsqu'on crée une forêt artificielle, là où il n'y avait pas de forêt, on parle de l'afforestation. Ok, créer ou le fait de créer une forêt là où elle n'existait pas. Là où ça n'existait pas. Très bien. C'est ça le terme afforestation. Tout à fait. Merci beaucoup, ingénieur Alain Bonkumba. Oui, un peu un ajout. Vous voyez, je voulais dire ceci, monsieur le journaliste. Vous voyez, notre pays ici, il y a l'équateur qui divise le pays en deux parties. Il y a la partie nord qui est forestière, il y a la partie sud qui est vraiment savanicole. Alors, la partie nord qui est la partie sud qui est savanicole, on trouve que il faut arriver, parce que celle qui est au nord de l'équateur, qui est forestière, contribue beaucoup à l'atténuation des réchauffements, parce qu'il arrive à séquestrer aussi le carbone. Mais si avec la savane ici, ça dit que ce n'est pas de la même façon. Ce qu'il doit faire, il faut créer vraiment la forêt vers les savanes ici de l'équateur ici, pour que ça arrive à contribuer réellement la séquestration de carbone comme les normes. Dans ce sens-là que vous voyez, dans ces projets, comme la savane est très vaste, alors il fallait arriver aussi à créer des forêts dans la savane. Dans ce sens-là. Très bien. Alors, ingénieur Sido, vous allez commencer, vous, à répondre justement à cette question. À quel niveau intervient, n'est-ce pas, la forestation dans le projet PIRED? Merci beaucoup. Comme les deux intervenants venaient d'en parler, d'abord PIRED tel qu'il est là, en termes, c'est un cible. Alors s'il faut définir, c'est un projet intégré pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc c'est ça un peu la signification dans l'ensemble. Alors pourquoi on a pu faire intervenir ça à ce niveau dans notre projet? Donc le projet, après les évaluations, le pays s'est rendu compte et les évaluateurs que non, la province du Kasaï oriental, pour parler d'ici. Voilà, parce que nous parlons même du bassin de Mbuji-Mayi, qui concerne particulièrement deux provinces, donc le Kasaï oriental et la Lomé. Mais quand nous étions venus pour démarrer le projet, on prenait la province dans son ancienne configuration. Justement. Alors, ils se sont rendus compte que non, les forêts, les lambeaux forestiers qui restaient vraiment étaient tellement, donc les forêts étaient tellement menacées dans la province, ensemble. Alors il fallait chercher maintenant à sauver les lambeaux forestiers qui restaient dans certains coins de la province. Alors ils ont fait des études et ils sont allés même à cibler certains sites que nous intervenons actuellement. Alors, les caractéristiques ou bien les caractères qui ont fait à ce que les sites soient choisis, c'était vraiment par rapport au degré de vulnérabilité de la population, à l'accessibilité géographique, mais aussi aux habitudes liées à la production ou bien les ressources qui sont sur place. Ce sont là des éléments qui ont caractérisé les choix des sites. Alors, pourquoi il y a eu ces projets? C'est juste pour sauver les lambeaux forestiers qui restent dans la province. Voilà pourquoi l'idée était telle qu'on doit faire la forestation, comme ils ont dit là, c'est aux endroits où il n'y avait pas la forêt.
Par exemple, ici, la province est dominée par des savanes. Donc, en d'autres termes, on peut parler de notre afforestation, c'est création des forêts dans la savane. Donc, on crée des forêts, c'est-à-dire le constat révélé par les enquêteurs faisait état de la non-existence des forêts dans la province. Il y a eu des forêts dans la province qui ont été menacées et qui ont été décimées. Et par moment, ils se sont rendus compte qu'avec cette allure, en tout cas, la province va perdre toutes les forêts. Totalement. Ouais. Et ce qui sera un désavantage maintenant de la province par rapport à ce que nous déplorons actuellement, le réchauffement climatique. D'où il a fallu sauver le reste de l'embout de la forêt. Par conséquent, il fallait créer des forêts artificielles sur lesquelles les populations de la province vont se déverser. Et pendant qu'ils seront en train de faire l'usage dans ces forêts artificielles, les lambeaux forestiers qui restent seront en train de se rajeunir. Et c'est ainsi que l'idée était dans ce sens-là. Les amis peuvent me compléter aussi. Justement, qui complète, ingénieur Alain? Oui, merci. Je pense que je suis dans le même avis ou dans le même ordre d'idée que monsieur l'assistant technique. Et donc, l'afforestation dans ce projet, c'est vraiment un élément très capital parce que, d'abord, dans le cadre de lutte contre le réchauffement climatique, il n'y a que l'arbre qui peut nous aider à réduire. Qui est le principal adversaire de ce Tout à fait. C'est la terre principale qui peut réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup plus des arbres tropicaux qui sont dans les forêts denses humides qui jouent activement ce rôle. Mais notre habitude, vous connaissez dans nos pays ici de l'Afrique, généralement, il n'y a pas assez d'électricité partout. Les gens s'attaquent à l'arbre comme source d'énergie. Sans pitié et abusivement parfois. Oui, voilà. Donc, c'est cette surexploitation. Quand on s'attaque à l'arbre comme source d'énergie, on est en train de détruire encore des forêts naturelles. Alors, il a fallu travailler dans deux axes. D'un côté, nous sommes en train de chercher à réhabiliter les forêts naturelles dégradées. De l'autre côté, nous devons faire rapidement des forêts artificielles qui peuvent résoudre d'autres problèmes de la population afin que la population ne puisse pas s'attaquer à la forêt naturelle. Alors, c'est ça. En voyant les espaces qui sont vraiment des vastes espaces mais non forestiers, on a dit intégrer le volet afforestation pour créer rapidement des forêts qui vont remédier à cette problématique liée notamment aux besoins en énergie, bois et d'autres besoins du ménage. Voilà. Et dans le cadre de ce projet, vous faites recours à quelle espèce d'arbre et pourquoi ce choix? Oui, je sais que les assistants techniques vont me compléter. Nous avons préféré utiliser l'acacia, l'acacia roquiformis, dans le cadre de la forestation. Pourquoi l'acacia? Autrefois j'avais dit, l'acacia a d'abord un cycle très court, cycle de vie très court, déjà à 7 ans, 6 ans, il peut être exploité. Alors, comme nous sommes en train de résoudre un problème urgent, on ne peut pas prendre les espèces qui prennent 50 ans, 30 ans pour que ça soit exploité. Pour un problème urgent, une solution urgente. Oui, voilà. Parce que le pire, notamment, c'est une réponse à une certaine situation donnée. Voilà. Alors, surtout celle-ci désastreuse pour vous. Voilà. Surtout le cas qui est au niveau de Kassai. Je vous assure que nous qui partons dans des milieux très retirés, il y a des endroits où on prépare avec les chaumes. Alors, vous voyez, lorsqu'on commence à utiliser les chaumes ou les rameaux de palmiers pour faire la cuisson, 10 ans après, ça sera comment? Alors, il a fallu une réponse très urgente pour remédier d'abord à cette problématique. Besoin en bois, en énergie bois, parce que lorsque nous avons une essence de cycle court qui peut être exploitée rapidement, ça peut résoudre aussi rapidement ces problèmes. De deux, Acacia n'est pas trop exigeant en termes écologiques. C'est-à-dire il peut bien pousser même dans un milieu qui n'est pas riche écologiquement. C'est-à-dire il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, il n'a pas besoin de beaucoup de nutriments pour sa croissance. Alors que si nous prenons d'autres espèces, ça demande plus de la fertilité.
Donc, nous sommes déjà pauvres, utilisant encore une espèce que nous devons encore fertiliser. Voilà un peu ce que ça peut faire. Mais acacia, avec le sol qui est ici, que ce soit en savane, même très pauvre, l'acacia va bien pousser. Et dans le cadre de l'agroforesterie, on avait expliqué, mais l'acacia aide aussi même à fertiliser le sol. Voilà un peu le choix pour acacia. Je sais que les autres vont... Justement, alors ingénieur Philippe, un ajout, mais en ajoutant, vous allez aussi donner l'importance d'une forêt, parce que ici, vous créez des forêts à des endroits où elles n'existaient pas. Alors, quelle est l'importance d'une forêt d'une manière générale? Mais vous allez quand même ajouter sur les choix d'acacia. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que le chef du projet a beaucoup abordé la licence des choix de l'acacia. Il a parlé de sa croissance qui est plus rapide par rapport à ce projet ici. Vous voyez, beaucoup de gens sont en train de dire, non, pourquoi ils ont cherché l'acacia, il fallait prendre telle espèce, telle espèce, telle espèce. Donc, lorsque le projet s'installe, c'est pour résoudre un problème. C'est-à-dire qu'on amène une solution à un problème qui se pose. On a trouvé les problèmes qui se posent ici, les problèmes d'énergie. Où les gens sont en train de chercher des braises, tout ça. Et aussi la population augmente, les besoins aussi augmentent. Donc on a décimé des forêts de notre ami, il y a des lambeaux qui sont restés qu'on doit protéger. Alors c'est qu'il faut une solution, il faut l'arbre qui grandit rapidement et qui a aussi un bon rendement en braise. Parce que, vous voyez, avec la casse des rendements en braise, et là, c'est pas pour rien dans les projets ici, j'ai parlé de renforcement des capacités. On doit accompagner aussi la population à renforcer la capacité pour augmenter aussi les rendements de la braise. Lorsque vous faites un four, comment vous allez augmenter les rendements des fours pour avoir de bonnes productions. Alors, dans ce sens-là, les gens qui ont parlé, non, pourquoi la casse qui s'apaise? Il y a les endroits où il faut mettre d'autres espèces, on peut mettre pour faire ce prise pour les besoins. Mais pour les besoins ça ici, nous avons pour les besoins urgents ici, nous avons trouvé la casse. Pour la question de l'importance de la forêt, c'est que vous parlez de la forêt a une importance capitale. Il y a l'importance environnementale, il y a l'importance économique, il y a l'importance socio-culturelle, il y a l'importance agronomique. Comme je suis agronome, je commence à devoir à l'agronomie. On est la charité bien ordonnée, on commence à oui. Le chef du projet vient d'évoquer le problème de la fertilité ici. Alors, l'acacia, c'est-à-dire la forêt là-bas, crée un millier ambiant pour la production. Vous voyez, monsieur le journaliste, beaucoup de gens partent faire les champs dans la forêt. Ils cherchent à planter les champs dans la forêt. Pourquoi ils cherchent la forêt au lieu de faire de la savane? Ils cherchent la forêt parce qu'il y a la fertilité qui est déjà formée là-bas. C'est pour cela qu'on leur demande de créer cette forêt là où ils sont pour créer aussi leur fertilité, avoir cette fertilité-là. Il y a la fertilité, les rendements qui augmentent, les rendements augmentent, la production qui augmente, il y a un impact économique aussi qui est là. Ça vraiment c'est très important parce qu'il y a des feuilles qui sont là, les feuilles qui tombent, qui se décomposent, qui pourrissent, tout ça, et ça crée un bon milieu pour le développement des cultures. Bon, je peux parler en profondeur. Après, je peux parler des données économiques. Les données économiques ici, je viens de l'augmentation de la production. La production augmente. Ça, c'est l'important sur le plan économique. Le rendement est... Les gens vont vendre et ils auront l'argent. Et ça joue aussi le rôle de la sécurité alimentaire, déjà dans ce sens-là. Mais en plus de ça, comme la forêt est là, l'ingénieur forestier va beaucoup parler, parce qu'il va vendre des bois aussi, ça a une valeur ajoutée au niveau des ménages. Et on te donne beaucoup. Et puis encore d'autres éléments qui sont là-bas, qui se créent, la biodiversité qui est là, qui joue un rôle très important. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que là-haut, parce que chaque espèce a son besoin pour se nourrir. Alors, lorsque c'est cette espèce-là que vous avez fait disparaître, l'animal qui bouffait ça va quitter là pour chercher ailleurs. Et alors, vous manquez beaucoup d'histoire. Vous manquez aussi la faune. Vous manquez la flore. Alors maintenant, l'animal qui passe, on va parler de l'histoire. Non,
Pendant le temps passé, il y avait telle espèce, tel animal. Maintenant, on a... C'est parce qu'ici, par exemple, on dit à RDC, c'est le seul pays qui a Okapi. Oui. C'est parce que nous avons aussi des plantes qui sont consommées par l'Okapi. Dès que vous enlevez ça, l'animal va aller loin chercher. Alors vous maintenez ça. Du point de vue économique. Du point de vue environnemental, je crois que les amis vont comprendre. Nous parlons d'abord de notre projet, la réduction des émissions de effet de serre. Et vous remarquez aussi qu'avec dans la forêt, il fait beau vivre. Vous pouvez rester là, vous, la causerie, tout ça, il fait frais. Hein? Voilà. L'environnement est parfait. L'environnement est parfait dans ce sens-là. Alors, du point de vue socio-culturel, les bois nous accompagnent l'homme dans sa vie, à sa naissance jusqu'à sa mort. Prenons par exemple, vous naissez, il y a le berceau qui est là en bois, qui est bien fabriqué. Pendant ce temps-ci, il y a que ces derniers temps, on est en train de plastique et tout ça qui sont en train des berceaux en plastique, on est en train de poler là. Mais dans les temps, c'était des berceaux en bois bien fabriqués là, et l'enfant dort là. Mais après la mort, c'est le cercueil qui vous a. C'est-à-dire ça accompagne la personne. Tous les cycles de ça. Tous les cycles de ça. Je crois que les amis peuvent me compléter. Merci beaucoup, ingénieur Philippe. Vous allez aussi ajouter, ingénieur Silio. Vous ajoutez, je sais que l'importance est tellement grandiose, important sur le plan économique, plan écologique, plan agronomique, mais qu'est-ce que vous ajoutez en termes d'importance de la forêt? Merci beaucoup. Je pourrais d'abord ajouter quelque chose. Peut-être ils l'ont dit, mais je n'ai pas pu suivre l'importance de l'acacia. Surtout ce qu'on a parlé de son cycle de vie de 7 ans. Mais déjà à 3 ans, avec ces fleurs-là, on peut faire des riches pour avoir du miel. Ok. Et ça produit aussi des revenus pour la communauté. Et toujours dans ce cadre, le même cadre-là, étant une légumineuse, pas seulement avec ses feuilles, ou bien sa régénération, mais il fixe aussi l'azote de l'air au sol, qui est profitable aussi à une culture qu'on peut toutefois installer après acacia, ou bien en association avec acacia. S'agissant de l'importance de la forêt, l'ingénieur Philippe en a beaucoup parlé, mais l'ingénieur Alain, qui est beaucoup plus forestier, va compléter. Moi, je peux parler tout simplement d'un microclimat qui s'est créé quand il y a la forêt, et ça fait souvent retour de pluie dans le milieu. Parce que ce changement climatique est beaucoup plus prononcé par les changements des saisons culturelles. Vous allez remarquer que nous entrons beaucoup plus dans la saison sèche, et ça handicape aussi les cultures ou bien les saisons culturelles, avec un impact négatif sur les rendements des cultures. Mais avec la forêt, il y a retour d'un microclimat qui nous accompagne souvent avec des pluies, qui sont aussi bénéfiques pour les cultures. Voilà. Je pense que je peux m'arrêter. Ingénieur Alain? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je pense que s'il faut parler de l'importance de la forêt, il va falloir qu'on fasse toute une autre émission pour expliquer vraiment les biens fondés. Tellement qu'elle est importante que la forêt. Tout à fait. Parce que j'ai entendu mon collègue dire que la forêt ou l'arbre, parce que quand on parle de la forêt, il n'y a pas que l'arbre. Mais l'arbre, c'est la composante majeure. Voilà. Quand on parle de la forêt, on doit d'abord voir l'arbre. Mais après, il y a tout un écosystème. Il y a beaucoup d'autres composantes qui entrent en jeu et qui fait parler de la forêt. Alors, en termes économiques, parce que les gens ne comprennent pas que la forêt, c'est une source de revenus. Une source sûre. Une source sûre, parce que j'avais dit la fois passée, vous pouvez n'avoir rien en main maintenant, vous entrez dans la forêt, en revenant de là, vous allez au marché et puis vous avez quelque chose dans la poche que vous amenez à la maison. C'est-à-dire, vous n'aviez même pas un franc dans la poche, vous entrez dans la forêt, vous ramassez même les fruits. Vous pouvez ramasser les fruits, ce que nous appelons les produits forestiers autres que les bois. Même du gibier dans la forêt. Vous pouvez attraper, vous pouvez même ramasser les champignons, même les bois morts. Vous sortez, vous vendez et ça vous procure de l'argent. Donc vous voyez que la forêt, c'est vraiment ce qu'on appelle un capital naturel. Ça n'a pas beaucoup, que vous ayez de l'argent ou pas, vous entrez, c'est seulement ton courage. Alors, sur le plan économique,
la forêt amène de l'argent. C'est une source de revenus. On peut prendre même l'arbre, venir vendre comme bois de chauffe. Voyez aujourd'hui la carbonisation. Dans l'État, nous, on connaissait Kassai, c'est la capitale mondiale du diamant. Actuellement, ce que j'ai vu ici à Bujimaï, c'est la braise qui a remplacé le diamant. Ah, c'est la capitale mondiale de la braise. C'est la braise qui se vend et puis qui procure beaucoup d'argent plus que le diamant. Ouais. Il y a même beaucoup de crézets qui se sont détournés, ils ne vont plus creuser, ils vont maintenant à la carbonisation. Ce qui a fait même qu'il n'y a plus de forêt, on a tout vidé. Ça signifie qu'en faisant la carbonisation, il se procure de l'argent. Aujourd'hui, le sac de braise, c'est dans les 28 000, 30 000. C'est presque le même prix qu'à Kinshasa. Donc vous voyez que la forêt amène de l'argent et nous sommes obligés de protéger la forêt pour que nous puissions avoir toujours de l'argent proche de nous. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner parce qu'on ne doit pas être trop scientifique. Parce que les gens, notre public, ce n'est pas vraiment les scientifiques. Parce que c'est beaucoup plus les gens qui sont les paysans, ils doivent comprendre vraiment le bien fondé de la forêt. Et ce sont eux qui s'attaquent plus à la forêt pour vivre. Ils doivent savoir qu'en s'attaquant de la forêt, on s'attaque à nous-mêmes. Et puis, sur le plan écologique, comme mon collègue a dit, le microclimat. La forêt crée un microclimat, c'est-à-dire l'équilibre thermique, c'est-à-dire la régulation même de la température, c'est la forêt. La régulation de plusieurs paramètres climatiques, notamment la pluie, le vent, ainsi de suite, l'humidité relative de l'air, c'est la forêt qui donne cet équilibre-là. Il y a les régulateurs officiels. Et lorsqu'on s'attaque à la forêt, vous avez comprendre avec moi que même les sources d'eau tarissent. Lorsque vous coupez la forêt qui était aux alentours. Les gens ne comprenaient pas, vous faites des champs, c'est pourquoi la loi interdit de couper les forêts qui sont tout autour des bords des rivières. Parce que dès que vous décimez ces forêts, vous allez voir même la source d'eau même la source d'eau va partir. Donc, le projet, en tant que projet de réduction des émissions, sur le plan global, c'est la forêt qui nous aide à maintenir l'équilibre dans le climat ou dans notre univers. Ça crée un microclimat et puis ça joue encore le rôle dans le climat mondial. Et puis, la forêt que vous voyez ici, c'est aussi un habitat pour certaines espèces. Parce que l'homme peut croire qu'il est l'unique être vivant, mais non. Il y a encore d'autres êtres vivants parfois qui sont plus importants que l'homme. Parce qu'il y a des êtres qui contribuent même à la vie de l'homme. Et ces êtres-là vivent dans la forêt. C'est-à-dire la forêt, c'est un habitat. C'est l'écologie où vivent d'autres êtres vivants utiles à l'homme. Alors, lorsque vous détruisez la forêt, ces êtres-là vont manquer ou rester. Et aussi vont fuir, chercher un autre habitat. Comprenez que vous êtes là, votre maison, on l'a détruite. Vous n'allez pas passer nuit là-bas. Vous devez quitter, déménager. En quittant, cet endroit-là va perdre beaucoup de ce que nous appelons biodiversité. Il y a d'autres même qui disparaissent. Parce que l'arbre qui portait les fruits qu'il mangeait n'existe plus. Il n'a plus la nourriture. Finalement, il meurt de faim et puis il disparaît. Et voilà, sur le plan socio-culturel, ça c'est la vie de tout le monde. Nous sommes là, la forêt, c'est une pharmacie. C'est-à-dire, vous êtes malade, vous n'avez pas l'argent pour aller dans un hôpital, on vous dit, va en forêt, prenez telle plante, faites ceci, buvez, et tu seras guéri. Donc, la forêt, déjà, c'est une grande pharmacie. Même les produits que nous consommons beaucoup plus, ce sont des produits issus des plantes. D'où, lorsque nous détruisons la forêt, nous détruisons notre propre pharmacie. Alors, c'est comme ça qu'on dit parfois, amidol, il n'y a pas encore d'amidol dans les pharmacies, il n'y a pas encore de diclofenac, c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est là disparu dans la pharmacie. On a des difficultés pour en avoir, et on recourt même à
molécules synthétiques. Ouais. Parce que l'espèce là n'est plus disponible en forêt. Et puis, il y a des rites. Parce que nous sommes en train de courir derrière les temps, on ne peut pas tout parler aujourd'hui. Nous sommes tous africains, nous connaissons que nous avons notre culture ou coutume. Il y a des rites que l'on ne fait que dans la forêt. Par exemple, l'intronisation d'un chef coutumier, on ne le fait pas en savane, ni dans une maison. On va en forêt. Et lorsque nous n'avons plus de forêt, ces rituels, on a des difficultés pour faire ça. Et chez nous, il y a des rituels qui sont tellement importants qu'on ne peut pas s'en passer. Par exemple, il y a une épidémie. Vous allez voir que les chefs vont en forêt. Il y a des formules ancestrales qu'il va faire. Malheureusement, la forêt n'existe pas. La forêt n'existe pas. Donc l'épidémie va décimer la forêt. Vous voyez que c'est une situation qu'on ne peut pas vraiment accepter. Donc, on a tout intérêt à protéger la forêt parce que nous aurons une autre émission que nous allons juste parler de l'importance de la forêt. Merci. Pour attirer l'attention. Merci infiniment, Alain Bompomba et Léa Philippe. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose sur l'ingénieur John, parce qu'il a parlé du problème des pluies. Nous avons fait une petite expérimentation. Alors, nous avons mis des pluviomètres là où il y a la grande forêt, 1000 hectares. Il y a un pluviomètre là où il y a la savane. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Là où il y a la forêt, c'est-à-dire la moyenne de pluviométrie partout, c'est 1500 mm. C'est-à-dire 1500 mm de pluie par an qui entre dans les sols qu'on enregistre. Bon, maintenant, là où il y a la forêt, qu'est-ce qu'on a remarqué qu'il y avait nous, il y a la forêt, nous avons remarqué le nombre de jours de pluie a augmenté par rapport où il y a la savane. Alors le nombre de jours qui augmente au niveau de la forêt, c'est bénéfique pour l'agriculture. Par contre, là, il y a des petites pluies qui sont fines et l'agriculture, les plantes croissent bien grandissantes. Par rapport où il y a la savane, où il y a des nombres de jours moins, mais la même quantité de pluie annuelle, c'est-à-dire qu'il y a des grosses pluies qui sont là-bas, mais qui ne sont pas bénéfiques à l'agriculture. Justement. C'est-à-dire que dès que la forêt est là, vous aurez le nombre de jours de pluie qui est élevé par rapport aux autres. Nous avons été dans un jour à Mabaya, dans une mission de caractérisation à Mabaya. Alors, les gens se plaignaient. Oh non, les pluies reviennent en retard, il fallait semer. Les pluies reviennent en retard. Alors, les pluies reviennent en retard. Vous avez décimé cette forêt ici. C'est elle qui devrait vraiment attirer la forêt pour que vous ayez des pluies. Alors, l'intérêt, c'est ça l'intérêt que nous appelons à être derrière à la plantation des forêts pour l'équilibre écologique. Merci. Il y a une question, parce que bien que je sois forestier, je suis aussi agronome. Je voulais expliciter quelque chose que l'ingénieur a beaucoup parlé en termes scientifiques. C'est-à-dire, il a dit, là où il y a la forêt, la pluie est répartie dans plusieurs jours. Mais dans la savane, il y a des grandes pluies, mais dans peu de jours. Donc, vous devez savoir que pour les agriculteurs, ce qui est important, ce n'est pas le volume d'eau de la pluie, mais c'est la répartition de la pluie dans le temps. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une grande quantité de pluie d'inondation dans une semaine, au lieu d'avoir des petites pluies pendant 6-7 mois. Mais dans les temps. Dans le temps. C'est-à-dire la répartition de la pluie dans le temps est plus importante que la quantité de pluie qui tombe pour nous, les agriculteurs. Voilà. Mais ce que nous constatons, là où il n'y a pas assez de forêts, vous allez voir un grand volume d'eau, mais qui tombe dans quelques jours. Ça crée même les inondations, des glissements de terre, et ainsi de suite. Et après une longue période de sécheresse qui n'est pas utile pour nous les paysans. Voilà ce que la forêt a été. Merci beaucoup, ingénieur Alain Bompomba. Merci à vous tous. Vous étiez en tout cas des véritables baccalauréats. Ils ont parlé de la forestation aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut donner un message en Tchoulouba ou parler Tchoulouba? Alors je vais vous aider. Tu vas vous le bois afforestation. Afforestation, vous ne voyez pas ni. Ben, dis pas jour là, dis tout. Moi, vous faut dit tout.
Mwabu vro imichito mamana kwenza kebulu abasana bwani muka sai meto tunao abuni michi mishimula mwa mina gani makula gajikola michi gani mikola miyasa ni mu indiu badiba jula meto mwabu vro imeto mwa abuto tuma wambani mwabu vro yitu to baloba kuna michi ayi kola ilo sharbi ndio yitu mwaba kichunguje na forestation mudiba tunguja mwabe chidini mushinga wabuni menemena mudimu udiba bondra ni projet di benza utibira wabwa ni pire projet umba kushikisha ditu hakana jamiwa munyo tamba utema bikola ani mvule iloka mchikondo chile chichaito chichinyanga byakudya chichinyanga bidibwa ni chichihaisha kabwa muntu mena kuhetaka hera kalenga ni twakudiga bimwabeo bwa mushinga wa ditu jini mushinga wa bunyi walo tulituko kaukaheha mwatu jabwinyi michi katu ini michi habuito katu ni maweta magalato bato mbili biduwani kujumutu mulenga ujuba luisha nao walu wadito hagana ya miweji mutu bigila wani akasia chumani akasia mutu luko tumoga manashi ni kalafulu muchao mujuba luisha nao dito hagana ya miwa ni bajiba ukuna adiba kuna muchao uju kola lukasa wachi balushenjani walu di bajinebu buheta janda muna muchukosu na mubido nulisha walu buheta janda muna muchukosu bidibi jinga habi mahanga dika achikosu kimuni banga muchu akasi ununku ulimwikala ukola muchuo luchikesa ni bantu bika bahita kaheda lenga na shi kumakala akasi ulu hatula makala abuni ngwameli wo mwanza mfulu weba matu makesa ani mu chuholo chikesa makala liwa tamaba makala abunyi menemene nomonu mushindu kai udi mundi bako atu bala beti bukalengo ba ditu manda ko mamalata udi ko ata mundi mweu mundi lana mpanda dibene kantu byangani bambatu bambanda bukalengo ba ditu manda ko mamalata bwani tumbuka mu ditu hakana dyanywa digadi dyamulisha tumulitwa ditu ngajetu nashi Imani Kimuchukoso, bitu Babula, bitu Galel. En tout cas, je tiens à vous remercier. Je vous donne quelques secondes à générer un message aux téléspectateurs qui nous ont suivis en ce moment. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Je pense que à tous ceux qui nous suivent de partout, nous voulons que chacun puisse avoir un comportement un peu responsable vis-à-vis de l'arbre. Et ceux qui ont encore quelques étendues forestières, je pense que je vous demande de pouvoir bien conserver la forêt, parce que la forêt, c'est ça notre vie. Et puis, ayez la culture d'en créer d'autres, parce que si nous laissons la forêt se reconstituer elle-même, n'aura pas cette force vu la pression de l'homme. Nous invitons tout le monde à adhérer à cette initiative amenée par le PIRED dans la création des forêts, pour que nous puissions améliorer aussi notre vie. Merci beaucoup, ingénieur Sidio. Votre dernier message? Oui, mon dernier message que je souhaiterais que vous puissiez aussi faire passer en Chiluba. L'ennemi de la forêt, c'est le feu. Donc tout le monde doit prendre des précautions pour protéger les espaces forestiers contre les feux. Il y a des pare-feux. C'est vraiment important pour éviter qu'il y ait les feux qui puissent entrer dans les espaces forestiers. Très bien. Dito chichitama kulisha bikola dito ani mulishi wa kumpala mudilo bijene muntu osuya buyi ani mwena tambe nonso amata madimu akumbisha mudimu ali obwe mudilo bwani obwe limeto limwa boshani chinash. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Alors ingénieur Philippe, votre dernier message en bref. Merci beaucoup. Je dirais ceci, que lorsque nous sommes nés, nous avons trouvé ce que nous avons trouvé. C'est-à-dire que les gens qui ont été avant nous se sont comportés en responsables. Et nous qui sommes maintenant, nous devons aussi nous comporter en responsables pour léguer une vie future aux enfants qui vont nous remplacer. Justement. Nous ne pouvons pas exister et ignorer les autres qui vont venir. Alors chacun de nous doit faire en sorte qu'il protège ce qui existe et créer encore d'autres. C'est-à-dire dans ce sens-là que je suis. Merci beaucoup à toute l'équipe qui était avec moi sur ce plateau et surtout dans cette émission Espace Projet. Vous étiez très nombreux à nous regarder à travers le monde et votre chaîne YouTube Wayakono TV. En tout cas, je crois que nous aurons un autre numéro pour parler de ces projets intégrés Red Plus dans le bassin de Mbuji-Mayi. De partout vous nous avez suivis, c'est toujours un plaisir et nous en sommes d'ailleurs Rakayardi. On se retrouve prochainement. Merci à Dominique Savio Kabamba
qui nous a aidé côté à prise de vue et montage de ces éléments. Merci à l'ingénieur Alain Bonpumba, chef projet. Merci aussi à l'ingénieur Philippe Ngolo, assistant technique à la composante 1, qui est en charge de la gestion durable de forêt, y compris l'ingénieur Sidio Djonga, qui est assistant technique à la composante 2, chargé, n'est-ce pas, de l'agriculture durable et la sécurisation foncière. Nous nous retrouvons très prochainement. Bonjour à tous.